Alors les Journées du patrimoine, il faut savoir que c'est une initiative qui a été faite... Bonjour Alexandre. C'est une initiative qui a été faite à partir de 1984, qui rassemble beaucoup de sites culturels, puisqu'en fait ça représente maintenant plus de 17 000 sites culturels et monuments. Et cette initiative, en fait, elle permet... alors elle a 3 enjeux majeurs donc, que j'ai précisés, qui sont sensibiliser le public, donc généralement sur des thématiques qui ne sont pas forcément très évidentes, préserver, valoriser, puisque du coup on s'adresse aussi à des visiteurs qui ne connaissent pas forcément, des lieux culturels qui ne sont pas forcément très mis en avant, ou qui sont très atypiques et pas ouverts toute l'année au public. Et enfin, le 13e point, c'est vraiment la promotion en fait, de ces échanges culturels, puisqu'encore une fois, on s'adresse à des cibles différentes de celles qu'on a habituellement dans ces lieux culturels. Donc c'est l'occasion justement de s'adresser à des cibles qu'on n'arrive pas à exploiter jusqu'à présent. Donc, comme je le précisais, cet événement, les JEP, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis 1984, donc on a une quarantaine d'années d'expérience. Maintenant, le souci que peuvent avoir des représentants de lieux culturels ou de collectivités, c'est vraiment de sortir du lot pendant ces JEP. Donc là, forcément, il n'y a pas forcément de formule magique. Donc l'idée, c'est de jouer sur différents types d'actions qu'on peut mettre en place. Alors que ce soit, j'ai le précisé, donc les animations spéciales, ça peut être des reconstitutions avec potentiellement des métiers anciens, par exemple, des artisans que vous faites venir pour faire découvrir ce patrimoine un peu sous-exploité désormais. Ça peut être tout simplement aussi d'offrir des promotions, des avantages, donc là auquel cas de réduire un petit peu le prix, le coût de l'accès à votre lieu culturel, afin de permettre justement aussi à d'autres cibles, des familles par exemple, qui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder à ces musées, d'y accéder. Et enfin donc l'exposition temporaire, alors là c'est auquel cas tout simplement d'intégrer même des talents locaux. Alors j'ai mis des artistes locaux, ça peut être des musiciens ou ça peut être aussi des artistes. Et donc là, en fait, ces différents types d'événements ont pour but de véritablement sortir du lot, pouvoir aller drainer un maximum de ces visiteurs, puisque là, comme je le précise tout en haut, il y a plus de 8 millions de visiteurs rien qu'en France, sachant qu'encore une fois, c'est un événement qui est européen, donc on peut aller chercher encore plus de visiteurs potentiellement. Et enfin, donc du coup, bien sûr, je le précise, la mise en place de parcours ludiques. Vous en doutez, donc ce webinaire est consacré à la mise en place de parcours ludiques, et on va voir ensemble pourquoi, quel est l'intérêt en fait de ce type d'initiative par rapport aux autres. La première raison véritablement d'un parcours ludique, de créer un parcours ludique par rapport aux autres actions concrètes que j'ai listées jusqu'à présent, c'est vraiment d'attirer ce public que l'on n'arrive pas à exploiter à l'heure actuelle. Donc là, par exemple, pour un musée qui sera très technique, ce sera l'occasion, par exemple, d'aller chercher des clients, des visiteurs qui peuvent être très jeunes, qui connaissent pas forcément ce genre de choses, ou tout simplement des familles qui avaient des difficultés à investir en fait, à faire en sorte que leurs enfants soient investis dans la visite. Donc là, l'avantage du parcours ludique, ça va être de justement simplifier un petit peu cette visite et justement la rendre beaucoup plus ludique pour permettre de comprendre des éléments qui sont à première vue assez complexes. Donc là, nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il y a à peu près chez nos clients, généralement, chez nos partenaires ou clients, à peu près 30% de fréquentation additionnelle lorsqu'ils ont mis en place des parcours ludiques. Le deuxième point, c'est véritablement la découverte active. Ce qu'on appelle la découverte active, c'est l'utilisateur ou le visiteur qui va aller chercher de lui-même, en fait, aller concrètement
à la rencontre en fait des objets ou des œuvres du musée. Donc typiquement pour investir, pour investir ces visiteurs, l'idée c'est justement de faire des jeux d'observation, de faire des défis, des défis plus ou moins complexes en interaction avec l'environnement. L'avantage que ça a, c'est que justement ça vous permet, vous en tant que gestionnaire de lieux culturels, d'exploiter davantage de zones, parce qu'il y a forcément des zones qui sont sous-exploitées dans votre établissement, et là c'est l'occasion justement de faire en sorte qu'elles soient totalement exploitées. On en a parlé tout à l'heure sur certaines clientèles, typiquement les familles. On a toujours ce problème pour attirer les familles. On a l'adolescent, on a le petit enfant, on a les parents, on a les grands-parents. C'est difficile de trouver des activités qui vont rassembler toutes ces clientèles-là avec des activités traditionnelles. Là, l'avantage du parcours ludique, c'est qu'on peut proposer une solution qui est à la fois pour toutes ces différentes cibles, et justement proposer que chacun y retrouve vraiment son compte avec à chaque fois des mécaniques qui vont plus plaire aux petits-enfants, d'autres plus aux grands-parents et autres. Donc dans l'idée, vous pouvez soit faire des parcours un peu individualisés, donc qui sont orientés par exemple sur les familles avec petits-enfants, sur les groupes d'amis, sur les jeunes, mais vous pouvez aussi prévoir des visites ludiques par exemple qui vont s'adresser à toutes ces différentes cibles à la fois. Il y a cet aspect un peu événementiel et expérientiel en fait avec le parcours ludique, et c'est pour ça que j'ai mis créer une expérience unique, parce qu'effectivement c'est un souvenir mémorable qui va être créé entre ces différentes générations. C'est vrai que ces différentes générations n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir faire des aventures véritablement ensemble ou vivre des événements ensemble. Alors voilà, on peut le retrouver dans les escape games, on peut le retrouver dans certaines activités, mais c'est pas forcément très fréquent et pas forcément très facile à mettre en place sur des musées. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment créer ces souvenirs communs en accomplissant une aventure ensemble. Le deuxième point, c'est vraiment cette immersion. L'avantage du parcours ludique, c'est que vous pouvez faire en sorte de jouer avec le thème de votre lieu culturel pour justement immerger l'utilisateur, faire en sorte que, par exemple, pour prendre un exemple, un personnage historique vient tout du long aider en fait vos visiteurs, et justement ça fait une expérience beaucoup plus sympathique que des panneaux inertes en fait. L'autre avantage, c'est aussi que vous pouvez personnaliser l'expérience visiteur. Chaque visiteur va avoir son propre parcours de visite. Son aventure va être potentiellement différente, et encore une fois, en fonction du groupe dans lequel il se trouve, voilà, cette expérience va être totalement personnalisée et voilà, et en plus assez flexible par rapport aux visites guidées traditionnelles. Mais on va en reparler tout à l'heure. Alors effectivement, j'en parlais justement sur les visites guidées. Donc les visites guidées, l'avantage qu'on peut avoir sur du parcours ludique, c'est que ça apporte d'autres mécaniques. Ça permet notamment, lorsqu'un guide est passionnant, vous entraîne vraiment dans une histoire, qu'il puisse en plus vous montrer des vrais éléments du style, vous vous trouvez devant un château en ruine. Pourquoi ne pas avoir tout simplement le château à l'époque avec ses tours, etc. Enfin, vraiment lui présenter un vrai tableau en fait du château de l'époque, quoi. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette dimension de guide amélioré, puisqu'on a vraiment ce guide qui continue à vraiment vous guider, à vous accompagner, à vous montrer vous expliquer des anecdotes, et en même temps ça lui permet d'avoir un support qui lui permet de proposer davantage de choses. Notamment aussi alors je ne l'ai pas précisé, mais les énigmes interactives, c'est l'occasion pour justement que chacun des visiteurs puisse interagir avec le guide. Le guide va donner quelques bribes d'informations, quelques indices, et derrière, les utilisateurs, les visiteurs, vont devoir répondre grâce à ce que le guide aura dit. Donc là, on parle vraiment de visite guidée avec un guide qui est là
toute l'année. Le problème, c'est que beaucoup de lieux culturels ou de collectivités n'ont pas les moyens d'avoir un guide à l'année. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'adresse à eux avec le parcours ludique, puisque du coup, on peut avoir... Donc là, c'est essentiellement sur du guidage avec téléphone, l'application GeoGaming entre autres. Donc là, on va vraiment avoir un guidage qui est autonome. L'avantage, c'est que du coup, vous avez une vraie flexibilité dans la visite. Vous n'avez pas forcément quelqu'un qui va accompagner, donc encore une fois, l'utilisateur va être guidé de bout en bout, sans inquiétude. Le deuxième point, c'est vraiment cette exploration personnalisée. En fonction des choix qu'il va faire, il va aller se rendre à différents endroits, et ça va déjà non seulement vous permettre de répartir toute cette clientèle dans votre lieu culturel, pour éviter qu'ils s'agglutinent tous à un endroit, mais aussi ça va permettre que chaque utilisateur ait vraiment une exploration qui soit vraiment personnalisée, qu'il ait vraiment un parcours pour lui. Et enfin, donc la flexibilité logistique, qui va un peu avec le point que j'ai précisé tout à l'heure, qui est que tout simplement, vous pouvez éviter tous ces problèmes de congestion qu'on peut retrouver régulièrement dans les lieux culturels, dans les entrées ou sur certains points, certaines zones des musées. Alors le 7e point, c'est vraiment la création d'opportunités de partenariat et de promotion. Il faut savoir que le parcours ludique, ça reste vraiment un procédé qui est innovant. Dans l'esprit collectif, le parcours ludique est nouveau et apporte vraiment cette dimension d'innovation. Donc c'est l'occasion pour vous de miser justement sur un relais presse qui sera accru par rapport aux autres activités un peu traditionnelles que j'ai listées tout à l'heure. Et ça vous permet également quelque chose, c'est de tout simplement investir aussi les commerçants locaux. Vous avez la possibilité de mêler en fait les différents acteurs de votre ville pour les inclure en fait dans votre initiative. Ça vous permet d'humaniser aussi votre marque pour faire en sorte que votre musée s'investisse un peu localement dans les choses qui sont chères en fait aux habitants. Autre point, c'est vraiment l'apprentissage ludique. Alors là, ça va concerner beaucoup de lieux culturels qui sont sur des dimensions techniques, en fait, sur des sujets assez techniques. L'avantage, en fait, du parcours ludique, c'est que ça va permettre pour les gens de comprendre des concepts qui sont très abstraits, mais avec le spectre du jeu. Donc l'avantage, c'est qu'avec des énigmes, avec des défis, avec de l'observation, on va vraiment intégrer en fait tous ces concepts et c'est assez pédagogique. L'avantage aussi, c'est que ça donne un contexte historique. Quand un personnage vient vous voir et vient vous expliquer une situation qu'il aurait vécue et que vous allez le retrouver tout au long d'une aventure, c'est beaucoup plus facile de se le que si vous aviez plusieurs panneaux d'affilée sans ce personnage qui fait ce fil conducteur en fait entre ces infos. Et enfin, il y a un apprentissage qui est collaboratif, alors tout simplement parce que la majorité des équipes, puisque en fait ces parcours ludiques peuvent être faits en équipe très souvent, ça va permettre aussi que chacun y trouve son compte, chacun va avoir ses propres sujets qui vont lui tenir à cœur. Donc voilà, c'est l'occasion aussi d'avoir vraiment ce sentiment d'apprentissage collectif qui est particulièrement cher aux familles. En termes de budget pour un parcours ludique, que ce soit en papier, que ce soit en digital ou que ce soit en hybride, je vais expliquer ces 3 concepts juste après, ça reste un investissement qui est très maîtrisé. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça vous permet vraiment de fluidifier vos process, encore une fois, d'accompagnement des utilisateurs. Donc là, vous gagnez beaucoup avec ce pilotage autonome notamment. Mais aussi, un gros avantage, c'est l'évolutivité. C'est que ça vous permet aussi de faire évoluer régulièrement vos parcours ludiques pour justement l'adapter soit aux différentes cibles, soit changer les informations que vous mettez. Enfin bref, une grosse évolutivité là où vous seriez potentiellement figé sur d'autres actions concrètes. Vous pouvez le faire évoluer très très vite. Et enfin, sur le budget optimisé, c'est effectivement beaucoup plus facile à mettre en place parce que vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'accessoires. Alors là, je parle vraiment sur une version mobile.
comparé à d'autres actions, encore une fois, d'autres investissements que vous pourriez faire sur des expositions temporaires notamment, qui restent assez coûteuses. Et enfin, donc là, vraiment la 10e raison, c'est vraiment renforcer l'image de marque et l'engagement communautaire. Tout simplement parce que, comme vous allez inclure justement, j'en parlais tout à l'heure, les commerçants locaux par exemple, ça va vous permettre non seulement de miser sur cet aspect innovant du parcours ludique, mais aussi humaniser votre marque qui justement est parfois assez peu... comment dire, il y a toujours une distance en fait avec certains lieux culturels qui sont... voilà, donc là l'idée c'est justement de vous permettre aussi de valoriser votre marque et de faire en sorte que vos visiteurs aient vraiment créé du lien avec votre lieu culturel. Alors quel type de parcours ludique on peut créer et lesquels sont vraiment adaptés pour les JEP, donc les Journées du Patrimoine? Moi je vous en ai listé 4. Parce que pour moi, c'est les 4 qui sont les plus pertinents, en tout cas dans ce cadre, dans le cadre de cet événement-là. Je vais rentrer dans le détail sur les différents, les 4 styles différents. On a donc les jeux de piste, les escape games extérieurs, les chasses au trésor et les visites ludiques. Les jeux de piste, donc c'est le premier par lequel je vais commencer. On a une scénarisation qui est assez... donc on a une vraie scénarisation, on a une histoire, mais qui est un peu moins poussé que sur l'escape game extérieur. C'est-à-dire que là, on va vraiment se servir par exemple d'un fait historique qui va guider tout le long le visiteur. Donc là, par exemple, un personnage particulier qui va guider l'utilisateur. Le but, c'est qu'à chaque étape du parcours, on va avoir un défi à relever, et surtout, l'utilisateur va être guidé entre ces étapes. Donc l'idée, c'est d'avoir justement un parcours assez fluide, assez facile, notamment pour des familles. C'est le genre de type de parcours qui plaît beaucoup aux familles, notamment, parce que ça vous permet de faire une aventure qui est assez légère, mais qui vous permet en même temps de jouer sur un fait historique, sur un personnage illustre, sur, encore une fois, un artiste potentiellement pour des lieux culturels autour de ces sujets. Le deuxième type de parcours, ça sera l'escape game extérieur. Là, je pense que vous êtes assez alerte sur l'escape game extérieur, enfin sur l'escape game en général. Sur l'escape game extérieur, on est sur des thématiques qui sont un peu plus simplifiées, dans le sens où l'escape game traditionnel va nécessiter beaucoup de matériel, va être très immersif. Sur l'escape game extérieur, généralement, on va être sur une immersion qui est quasi totale. On a moins de fouilles que du coup sur un escape game traditionnel, mais on va quand même avoir cette dimension de mécanique ludique, en fait, avec une véritable histoire qui va nous suivre de bout en bout, et voilà, l'utilisateur va devoir accomplir toute une série de défis pour justement atteindre son objectif. Donc on garde vraiment cette dimension ludique de l'escape game avec vraiment cette ouverture sur l'extérieur notamment. Les visites ludiques, on se rapproche un petit peu du jeu de piste, si ce n'est que là on est vraiment sur l'apprentissage ludique. Donc dans l'idée en tout cas de la scénarisation, on reste sur une scénarisation qui est un peu plus légère, mais le but c'est de justement centrer tout le parcours autour des œuvres que l'on va présenter et qui sont à vocation généralement pédagogique. Donc là, dans l'idée, c'est justement de favoriser l'apprentissage tout du long avec une aventure qui est très flexible, très fluide. Disons que chaque défi va être fait avec... en gros, on peut avoir vraiment une multitude d'étapes et ça, c'est très valorisé, notamment dans les musées qui veulent attirer des familles, encore une fois, ou des familles avec enfants. Le dernier point, c'est vraiment les chasses au trésor. Alors la chasse au trésor, là on est sur une dimension un petit peu intéressante, c'est-à-dire que là, l'utilisateur tout du long a pour objectif de retrouver un trésor. Donc que ce soit
ça peut prendre différentes formes, hein, ce trésor, mais dans l'idée, tout du long, on a assez peu de scénarisation, si ce n'est le fait de retrouver ce trésor. Donc chaque étape va rassembler en fait une série de questions qui vont vous permettre à chaque fois de découvrir par exemple le prochain lieu où ils devront se rendre pour à la fin atteindre ce trésor. Alors l'autre point dont je n'ai pas parlé encore, c'est vraiment sa dimension physique, hybride ou totalement digitale. Alors je l'ai abordé très très rapidement, mais dans les faits, la dimension physique, c'est-à-dire que là on fait appel qu'à des accessoires qui sont palpables, qui sont physiques. Donc là auquel cas, on a une carte qui va nous guider de bout en bout avec, donc là j'ai mis un petit sac à dos, mais dans l'idée on a un set d'accessoires qui va nous guider dans toute cette aventure et au fur et à mesure, donc vous allez avoir ces petits coffres, ces petits cadenas, un peu à la manière d'un escape game. La contrainte que vous allez avoir, elle est vraiment logistique, c'est-à-dire que là, dans votre lieu culturel, en tout cas, il va falloir aussi que vous prévoyez tous ces accessoires. Il va falloir donc les remettre, faire en sorte aussi qu'il y ait des créneaux potentiellement pour récupérer ces accessoires. Donc voilà, c'est le principal problème en tout cas qu'on peut avoir sur ce type de parcours, c'est ça. On a des coûts d'installation qui sont un peu plus conséquents. Par contre, l'avantage qu'on peut véritablement avoir, c'est cette immersion qui est encore plus forte que sur du digital typiquement, puisque vous allez avoir vraiment des éléments à manipuler. Et voilà, généralement ça peut être assez attirant visuellement et assez immersif puisque ça vous plonge un peu dans cet univers-là. Les autres points par contre qui sont un peu plus limitants, c'est véritablement sur ces dimensions de reporting, puisque là vous n'avez pas forcément la possibilité de suivre le parcours de vos utilisateurs, de savoir quels sont les points les plus visités, les points qui sont plus ou moins intéressants pour les visiteurs. Et enfin, donc, c'est l'évolutivité qui est parfois assez limitée, puisque du coup vous avez des accessoires physiques qui doivent être édités. Il faut être sûr de l'aventure qui sera proposée. Le deuxième type, donc, c'est le parcours digital. Donc nous, typiquement, GeoGaming, majoritairement, on fait ce genre de parcours avec nos partenaires et nos clients. L'avantage que l'on peut avoir, c'est qu'on a un guidage qui est autonome de A à Z. Vous pouvez guider l'utilisateur sans aucun accompagnateur. C'est évolutif puisque vous pouvez rajouter n'importe quel type de contenu, même en cours de route. Et surtout, ça vous donne aussi un reporting qui est conséquent et qui est important en tout cas pour vous, vos directions financières ou pour justement vos collectivités. Voilà. Donc c'est une solution qui est plutôt économique et facile à installer. On a du coup cette limite, en tout cas par contre, de l'interaction physique, puisque nous, ça va se limiter essentiellement à du jeu d'observation sur place, mais pas forcément avec accessoires en tout cas. Et effectivement, il faut un téléphone ou une tablette chargée. Donc là, libre à vous de le proposer en billetterie ou de leur transmettre un téléphone par le moyen que vous voulez. Le dernier point, c'est vraiment ce parcours hybride. Le parcours hybride, vous en doutez, du coup, c'est un mélange entre les deux. C'est une solution qui plaît beaucoup aux lieux culturels parce que ça permet de mêler à la fois le physique et le digital. Donc on a cette notion de guidage qui reste sur le digital, mais on a cette dimension de fouille à certains endroits qui peut être intéressante. Donc on a par exemple des coffres, des serrures qui peuvent être à enclencher. Par contre, effectivement, là on garde du coup beaucoup d'avantages comme l'immersion qui est totale même, on peut le dire. Le guidage qui se fait vraiment de bout en bout, des supports interactifs parce qu'effectivement vous pouvez interagir véritablement, que ce soit avec vos accessoires physiques ou avec le téléphone, et ce reporting qui est beaucoup plus élaboré qu'effectivement avec la notion juste physique.
Le seul problème, c'est effectivement ces coûts d'installation qui peuvent être conséquents, comme la même contrainte que pour le physique, si ce n'est que vous pouvez quand même faire évoluer pas mal d'éléments, notamment sur l'application voilà, digitale. Donc voilà, là j'ai résumé ces trois points que vous avez vus. Alors donc du coup, comment on crée ce parcours maintenant? Il y a 3 possibilités. Là, je voulais préciser, on a la première solution qui est vraiment la personnalisation d'un modèle de parcours ludique. Alors en fait, ça c'est des modèles qui sont à adapter, en fait, que vous pourrez adapter. Donc là, c'est typiquement, voilà, nous c'est un de nos produits phares, donc j'en parle parce qu'effectivement c'est quelque chose qui plaît beaucoup pour ces occasions, comme les journées du patrimoine. On a la création d'une aventure par des concepteurs, donc là c'est auquel cas si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à accorder à la conception de votre aventure, l'idée c'est justement d'externaliser ça. Donc on a des partenaires concepteurs et on a aussi nos propres concepteurs qui vont faire pour vous en fait toute cette aventure et la concevoir de bout en bout. Et enfin, on peut avoir aussi cette conception en autonomie de l'aventure. Et donc là, auquel cas, on va le voir, c'est sur notre éditeur directement que vous pourrez le faire. Donc l'application GeoGaming, je fais une petite aparté juste avant de parler des catalogues de modèles. Il faut savoir que GeoGaming, c'est à la base une application qui permet justement de faire des parcours ludiques. Donc nous, on permet de construire tous les outils pour que nos partenaires puissent créer et entretenir des parcours ludiques. Donc on arrive à faire en fait tout ce spectre dont j'ai parlé de typologie de parcours. Donc ça, vous aurez vraiment la possibilité de créer les styles de parcours que vous souhaitez. J'ai listé quelques références avec lesquelles on travaille au fil des années. Ça fait 5 ans qu'on a créé cette société avec mon cofondateur Guillaume Blanc. Et donc du coup sur Lyon et donc du coup le GeoGaming maintenant est présente en France mais également en Europe et dans le monde. GeoGaming, pour information, c'est pareil, une petite aparté très rapide, mais c'est à peu près 65 000 joueurs actifs, donc des joueurs qui jouent régulièrement. Beaucoup de parcours ludiques créés, donc justement par nos clients directement ou par nos concepteurs partenaires ou internes pour nos clients. Et on se présente, encore une fois, on est présent dans pas mal de villes. Donc comme je le précisais, la solution de création d'un parcours ludique à partir des modèles de parcours ludiques, c'est quelque chose qui est très facilement implémentable. C'est l'avantage, c'est que c'est une implémentation qui est ultra rapide. On a la mesure, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut implémenter. Alors c'est souvent quelque chose c'est quelque chose qu'on dit assez souvent. On peut l'implémenter en moins de 2 heures. Encore une fois, si on a à peu près une idée des différents marqueurs géolocalisés. Encore une fois, je parle d'un temps moyen. Vous pouvez très facilement créer un modèle, créer un parcours tout simplement en changeant les marqueurs géolocalisés et en gardant le scénario tel qu'il est. Mais vous pouvez aussi vous permettre d'intégrer toutes les informations que vous jugez pertinentes pour les différents lieux où vont les utilisateurs. Donc là, j'ai listé par exemple la quête du dragon et les jeux de Saltan qui sont particulièrement pertinents pour les JE. Le deuxième point, c'est vraiment la conception d'une aventure qui est sur mesure. Donc là, l'implémentation est rapide, tout simplement parce que c'est fait par des concepteurs qui ont l'habitude de faire ce genre de choses et qui vont voir et anticiper avec vous tous les éléments que vous voudrez intégrer, les limites, les contraintes que vous pouvez avoir, et également prendre en compte aussi la cible que vous voulez atteindre. Les concepteurs vont généralement intervenir sur 4 volets: la scénarisation de la jouabilité, la création des différents contenus, donc que ce soit graphique, audio, vidéo, l'éventuelle accessoirisation, qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui peut être intéressante notamment pour des aventures hybrides, et enfin l'animation et la promotion. Donc là, auquel cas, on peut soit vous mettre en relation avec des animateurs directement, soit assurer l'animation pour vous, avec des acteurs, avec pas mal de choses sur place que l'on peut mettre en place.
Donc là, pareil, quelques références que l'on a eues au travers des années. Que ce soit des clientèles, alors soit des collectivités, mais on travaille aussi avec des entreprises privées et des organismes étatiques. Donc du coup, la troisième typologie, en tout cas, la troisième façon de vraiment créer un parcours, c'est de concevoir l'aventure en autonomie. Sur notre plateforme, on a volontairement laissé l'outil disponible, en tout cas pour les créateurs. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez créer en autonomie totalement sur notre plateforme. La limite que vous pouvez avoir, c'est qu'effectivement, il va falloir créer votre propre aventure. Mais les deux avantages, c'est véritablement le petit budget. Vous pouvez sortir une aventure très facilement et à petit budget, et l'évolutivité, puisque vous aurez la main pour faire évoluer votre aventure au fur et à mesure, que ce soit pour les JEP, mais que ce soit pour tous les autres événements en fait, de la vie de votre lieu culturel, que ce soit pour Halloween, pour Noël, pour Pâques, et plein d'autres occasions comme ça. Donc là maintenant le volet promotion et attraction des visiteurs, pour bien promouvoir un parcours, pour faire en sorte en tout cas que cette innovation que vous avez mise en place dans votre lieu culturel porte ses fruits, il va falloir en parler sur les réseaux sociaux, sur le web, faire du relais média et faire de la PLV. Pour tout ça, on a des formations qui sont spécifiques, donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais en tout cas, vous aurez la possibilité en tout cas, de disposer de kits graphiques et de contenus qui vont vous permettre vraiment de booster votre visibilité sur les réseaux sociaux, notamment d'avoir des communiqués de presse qui sont édités très facilement, et surtout d'avoir de la PLV, donc de la publicité sur le lieu de vente, donc tous les éléments physiques que vous pourrez avoir pour promouvoir ce parcours sur place ou chez vos partenaires si vous faites des opérations partenaires. Donc je le précisais aussi, donc nous on propose des formations que ce soit pour vos animateurs mais également pour votre équipe, puisque vous pourrez être à même en fait de tout simplement gérer des parcours, pas forcément les créer mais en tout cas les gérer au minimum. Et si effectivement vous vous sentez d'attaque pour créer un parcours ludique, on dispose aussi de formations qu'on dispense de manière comme des webinaires ou sur place. On est également à même de venir sur place pour vous assurer ces formations-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour globalement sur la création de parcours ludiques, pourquoi en tout cas créer ces parcours ludiques par rapport à toutes les solutions qu'on peut avoir qui sont un peu plus traditionnelles, toute la manière en tout cas dont on peut le créer, les solutions qui s'offrent à vous en tout cas pour les concevoir, que ce soit encore une fois soit en autonomie avec des modèles, soit nous de concevoir pour vous les parcours qui correspondent le plus en fait à votre cible, à votre marque, et enfin donc sur la conception en autonomie, toutes ces solutions qui s'offrent à vous dans ce cadre. Donc je pense qu'on va passer à une petite session questions-réponses. Si jamais vous avez des questions qui vous sont venues pendant ce webinaire, peut-être des points que j'ai pas forcément abordés dans ce webinaire-là, c'est l'occasion de les voir ensemble. Alors, je vais me mettre sur le chat, comme ça je pourrai voir vos différents points. Oui, alors Audrey, donc j'ai peur de manquer de temps pour installer un parcours ludique dans mon établissement avant les journées du patrimoine. Les modèles peuvent être déployés vraiment rapidement. Oui, alors en fait, comme je le précisais, en fait, on a la possibilité avec les modèles de les mettre en place. Typiquement, vous pouvez mettre en place un modèle en moins de 2 heures. Il suffit encore une fois, la principale difficulté en tout cas que vous pouvez avoir, c'est de rassembler les informations sur les différentes œuvres que vous allez présenter. Donc moi, ce que je peux vous conseiller en tout cas, si vous avez un impératif de temps
notamment pour les JEP ou pour d'autres événements, c'est justement de faire en sorte d'anticiper, de prévoir les différentes œuvres ou les différents points d'intérêt que vous voulez montrer, prévoir à chaque fois des petites anecdotes sur ces différents objets, et ensuite après éventuellement des énigmes, mais ça après vous pourrez le voir globalement avec nos équipes de concepteurs, ou tout simplement ce sera des énigmes qui seront déjà implémentées en fait dans ces modèles, puisque dans ces modèles, typiquement je ne l'ai pas précisé, mais on a tous les contenus qui sont produits, on a donc du coup des énigmes, des éléments visuels, une trame d'histoire, enfin tout est en place. Vous pouvez quand même tout modifier. C'est l'avantage, c'est que du coup vous n'êtes pas forcément figé, c'est pas forcément figé dans le marbre. Vous voulez faire évoluer les personnages, vous voulez faire évoluer les énigmes pour justement qu'elles correspondent à votre lieu culturel, ce sera possible de le faire. Alors je sais pas si vous avez d'autres questions qui vous sont venues. Alors je ne l'ai pas précisé, mais du coup on va mettre donc dans la description de cette... Alors je crois que ça a été fait. Dans cette description de vidéo, donc les différents liens vers nos formations, vers la conception sur mesure, notamment si vous souhaitez concevoir un parcours ludique, et également vers notre catalogue d'aventures ludiques, donc qui est alimenté par des partenaires qui créent des aventures, des scénarios d'aventures sur notre éditeur. Ravi d'avoir répondu à votre question. Mais du coup, vous recommandez que les aventures fassent combien de temps ? Alors, oui. Ça, tout dépend en fait du lieu culturel que vous avez, puisqu'effectivement, sur des lieux culturels qui sont très étendus, je pense notamment à des jardins botaniques, là, auquel cas, on va avoir un large périmètre à couvrir. Moi, généralement, en tout cas, je conseille des aventures qui font 1 heure, 1 heure et demie. C'est la moyenne qu'on constate. Mais typiquement, après, si vous vous trouvez dans des cadres où on est en nature, où on a un large périmètre à couvrir, ça peut valoir le coup de monter un petit peu plus, mais de rester quand même, je pense, sous les 2 heures, 2 heures et demie. Ça reste... tout dépend de la cible que vous avez. Si vous ciblez des adultes, c'est plus facile d'aller sur des échelles de temps un peu plus conséquentes. Si vous êtes sur des familles, oubliez, parce qu'effectivement, ça va être des projets qui vont être très compliqués, sachant que les enfants ont une attention qui sera forcément limitée dans le temps. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions, alors que ce soit sur le parcours ludique ou autre. Ça a répondu à votre question. Oui, d'accord. Bon, très bien. Top, merci. Bon, super. Écoutez, je pense on approche des 1 heure de webinaire. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions qui vous viennent, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc ouais, merci d'avoir suivi ce webinaire. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent a posteriori que j'ai pas forcément abordé encore une fois, ou vous avez une question qui vous vient par la suite, je vous ai laissé donc mon mail que vous pouvez voir ici. Je le préciserai quand même également dans la description de cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et puis j'espère vous retrouver pour un prochain. Merci beaucoup.